Salut à tous, c'est Valentin Longmar. Aujourd'hui, on va parler de la fibre optique avec Altitude Infra, mais également de la fibre musculaire parce qu'on va parler de sport, d'athlétisme et cela avec un athlète qui sera à mes côtés. Alors attention, à vos marques, prêts, top, c'est parti pour le podcast vidéo d'Altitude Infra. Comme je vous le disais, je suis Valentin Longmar, je suis un ancien sauteur en longueur à niveau national. Je suis maintenant animateur d'événements sportifs. Je travaille pour le Rouen Métropole Basket, le Tour Volleyball et même le Paris Saint-Germain Handball. Et entre autres sur des événements internationaux, des meetings d'athlétisme. Et aussi j'ai eu l'occasion de vivre cette très belle expérience, la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Mais on n'est pas là pour parler de moi, même si je vous ai dit qu'on parlait d'athlétisme, c'est d'un autre athlète dont on va parler, tout simplement pour vous faire le palmarès de ce garçon dans les grandes lignes, parce que sinon il faudrait déjà toute la durée du podcast pour le dérouler. Il a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes, le 200 mètres en moins de 20 secondes, il est vice-champion d'Europe du relais 4 fois 100 mètres avec l'équipe de France. Il s'agit de Michael Meba Zézé. Comment ça va, Michael? Très bien, toi? Écoute, tout va bien, je suis ravi de te retrouver parce que finalement il faut expliquer aussi aux téléspectateurs, à ceux qui vont nous regarder, on se connaît depuis maintenant 20 ans je pense au moins, puisqu'on s'est côtoyé sur les pistes. Quel souvenir toi t'avais de nos rencontres? Moi j'en ai un qui me revient à l'esprit. Moi j'ai les points d'or à Évreux en 2009 où je les gagne, et c'était la confrontation entre toi et moi au saut en hauteur. Et là, je franchis la barre de 1m94, je saute dans les bras de mon ancien coach. Ouais, ça, c'était le moment fort que c'est vrai que c'était une sacrée saison parce qu'on se tire un peu la bourre sur certaines épreuves. Il y avait le saut en hauteur, il y avait le saut en longueur aussi. Sur le sprint, je t'ai jamais défié et encore aujourd'hui, encore moins. Mais c'est vrai que c'était un super week-end parce qu'en plus, on avait remporté la compétition par équipe. Ouais. On était trois, nous deux, plus Charles Dieuze que je salue également. C'est vrai que c'était un sacré souvenir. On va revenir justement sur ton parcours. Alors, qui dit parcours dit succès. Parfois, je vais pas dire échec, je préférerais plutôt les épreuves de la vie. On va parler de tes échéances à venir, tes objectifs, également les Jeux Olympiques de Paris 2024 dont on va parler puisque ça va arriver très très vite dans 5-6 mois maintenant. On va également parler de ton partenariat avec Altitude Infra parce que tu es habitué des podiums nationaux, mais Altitude Infra l'est également puisque c'est le troisième opérateur d'infrastructure de fibre optique en France et qui permet donc à un peu plus de 12 millions de Français d'être éligibles à la fibre optique. Tu peux nous raconter rapidement cette rencontre là aussi avec Altitude Infra? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2 ans maintenant, j'ai fait un appel aux dons tout simplement parce que j'étais dans une situation précaire au vu de mes grosses performances. Donc je connaissais quelqu'un, un pote à moi qui s'appelle Jawed, qui travaillait à Altitude Infra, qui m'a tout simplement fait une passe D, je dirais ça comme ça. En gros, il m'a introduit directement avec les équipes et puis depuis, il m'accompagne dans ce projet assez impressionnant qui est les Jeux Olympiques. Voilà, on t'a pas tenu la main, on t'a tendu le témoin pour rejoindre la fibre et la fibre optique avec Altitude Infra et lancer ce beau partenariat dont on reparlera un petit peu plus tard. Dans un premier temps, donc revenons sur ton parcours. Tu es athlète, comment t'es arrivé à l'athlétisme? À la base, je faisais du foot. Je faisais du foot et puis il y avait comme mon grand frère qui faisait déjà de l'athlétisme et l'idée en fait c'était de pouvoir le battre. Donc de fil en aiguille, j'ai décidé de prêter au jeu. Il faut savoir que ma première compétition, c'était un cross. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, je me retrouve tout simplement à l'extérieur, dans de la boue, et c'est une très mauvaise expérience. J'ai fini en civière. Ah ouais, j'ai fini en civière. À ce point-là? Ah, je te promets. C'était vraiment horrible. C'est quoi, des crampes? Même pas en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 50 premiers mètres, je les ai fait à fond. Et forcément, il y avait toute la gloire, toute la lumière sur moi, j'étais super content, tac. Quand après, j'entendais Léo d'à côté qui me disait « Michael, c'est 2 km ». Et là,
J'ai fini en civière, j'ai fait une crise d'hypoglycémie, j'étais vraiment pas bien. Et en plus, souvent, c'est l'hiver, donc il fait aussi très froid. Exactement. C'est vrai qu'on a tous et moi aussi, des souvenirs assez chaotiques. Moi, tu vois, après, j'avais quand même réussi à aller jusqu'au bout, mais comme j'avais terminé dernier, on m'avait filé tous les tickets pour boire un chocolat chaud, donc je suis arrivé à la buvette après, c'était... Il y avait aussi chacun, voilà, chacun sa médaille, finalement. Il y avait aussi du vin chaud, par contre. Aussi, c'était pas pour nous, ça. C'est vrai, c'est ça, on n'avait pas encore l'âge. C'était pour les anciens. Du coup, je te disais, j'ai commencé l'athlé vraiment pour battre mon grand frère. Et ça a été aussi une motivation parce que au-delà de le battre, en fait, il me motivait à aller vraiment me surpasser. L'idée, c'était vraiment de vraiment prendre plaisir dans un premier temps. Voilà, moi je suis rentré vraiment dans ce sport vraiment pour la compétitivité, de me retrouver à côté de personnes qui courent vite et vraiment de me confronter à ces personnes, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et de là, en fait, j'ai fini par faire le record de mon club, Val-de-Reuil, à ce moment-là. Ensuite, record départemental, régional, et je me suis retrouvé sur la scène nationale et internationale à remporter des médailles. De là, j'ai repris plaisir et je me suis dit, mais j'aime bien ce sport et j'aimerais bien continuer à savoir vraiment l'étendue de mon potentiel. Effectivement, tu as écrit l'histoire avec ce super exploit sur 100 mètres et 200 mètres. Ton grand frère, c'est Ben Bézi, qui a couru lui aussi le 100 mètres en 10 secondes 50. C'est ça, c'est ça. 10,55 si je ne me trompe pas. Ouais. J'espère qu'il ne va pas trop... je vais pas dire c'est vieux, je vais pas le vexer. C'est ancien, ça c'est l'histoire. Et qui était en plus, pour la petite histoire, l'un des meilleurs partants. On y reviendra là aussi sur le 100 mètres, l'importance du départ. Et lui a été très très impressionnant sur les 20 premiers mètres et derrière les meilleurs spécialistes nationaux et mondiaux. Je pense qu'on là-dessus, on est tous d'accord pour le dire. Tu parlais de cette progression au niveau départemental, régional, donc du succès très très rapide. Le souvenir des points d'or qu'on évoquait, on avait 14-15 ans à ce moment-là. Donc sur la scène nationale, tu étais déjà précocement repéré finalement. Toi, comment tu l'as géré, ce succès très, très rapide? C'était assez positif et assez facile dans un premier temps parce que forcément j'étais entouré de bonnes personnes. Personnes qui avaient déjà eu de l'expérience par rapport à tout ça. Et j'ai pas eu trop de problèmes. C'est-à-dire que j'ai connu le haut niveau très jeune. J'ai connu des personnes qui l'avaient touché déjà. Et du coup, j'avais déjà cette petite idée en tête de savoir ce que je voulais faire par rapport à ça, l'image que je voulais déjà amener au sport, tout ça. Et au-delà de ça, j'avais déjà en fait je suis pas fan d'athlètes, mais j'ai des athlètes qui me donnent, on va dire, une certaine vision du sport. C'est-à-dire que Usain Bolt, lui, il m'a vraiment apporté le côté relax, voilà, tu t'entraînais toute l'année, maintenant c'est le moment de se faire plaisir. La polyvalence de Carl Lewis, Boubacar Sow qui m'a montré que voilà, tout était possible. Je l'ai vu remporter son premier titre de champion de France. Et quand j'ai vu les émotions que ça avait provoqué à mon coach, je me suis dit mais c'est juste incroyable de savoir que voilà, il a travaillé toute cette année pour ce moment. Et en fait, il y a beaucoup de valeurs aussi qui émanent de ça. Donc forcément, pour moi, c'était une suite logique. Je suis quand même quelqu'un d'assez intéressé aussi par les chiffres, donc ça part vraiment dans tous les sens. On peut dire que je suis un vrai passionné. Et justement, tu n'as pas forcément d'idole, mais plutôt des exemples que tu as pu suivre, donc que ce soit familiaux avec ton frère, Boubacar Sow qui est un ami d'enfance, ou même voilà, une star planétaire comme Usain Bolt. Exactement. Tu as tout de suite su que tu voulais faire du sprint. Tu vois, tu peux t'évoquer Carl Lewis qui était sauteur en longueur, mais aussi un excellent sprinter. Toi, tu as toujours voulu te tourner vers le sprint et la ligne droite? Non, je voulais toucher à tout à la base. D'où le saut en hauteur, d'où le saut en longueur. Et toi, pour aller un peu plus loin, j'ai même fait de la marche. C'est vrai? J'ai tout fait. Tu sais que ça j'en ai jamais fait. Ah ouais, bah tu vois, je fouillerai ce dossier. Pars pas trop loin parce que c'est un peu critique, j'ai perdu. En fait, c'était un pari à la base. Il faut savoir que c'était une année où si je ne passais pas la barrière sous les 7 secondes sur 50 mètres, je m'autorisais à faire de la marche.
ou soit arrêter l'athlétisme. Donc c'était en transit et du coup j'ai décidé de faire de la marche et ça avait quand même piqué. Donc je comprends vraiment le ressenti, hein. Tu sais, les mollets qui brûlent, qui chauffent, etc. Ça c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et en fait je trouve que c'est aussi intéressant de toucher à d'autres épreuves parce que ça nous apprend aussi du coup à avoir une autre motricité et une autre manière de fonctionner. Par exemple au saut en longueur, il y a une jambe d'appel. Sur le sprint, il n'y a pas spécialement ça, à part dans les starting blocks. La manière de courir, c'est une école, on va dire, de sport qui est assez complète. Ouais, et de savoir, c'est ça, tu parlais même de saut en longueur, on pourrait se dire, bon, bah, il suffit de courir et de sauter. C'est pas forcément la même chose que de courir sur un 100 mètres ou un 200 mètres. Rappelons un peu les performances, justement, saut en hauteur, 2,09 m. C'est ça. 7,38 m au saut en longueur. Exactement. Je vous invite chez vous à placer une toise à 2,09 m et puis de mesurer dans votre salon 7,38 m. C'est très, très impressionnant. Et puis, alors, sur le 100 mètres, bah, là, vous chronométrez et vous dites, tiens, pendant ce temps-là, il a parcouru 100 mètres notre cher Michael. Parlons justement de ses réussites. Je parlais de notoriété tout à l'heure. Tu as grandi aussi avec les réseaux sociaux, Internet qui est arrivé très 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 vite. Ça aussi, est-ce que ça a été compliqué à gérer ou c'est un outil qui t'a très vite servi? C'est un outil qui m'a très vite servi. Parce que j'ai tout de suite, j'aime beaucoup tout ce qui est photo, vidéo, etc., même musique. Donc forcément, je trouvais que c'était le bon alliage entre les trois, de pouvoir s'amuser sur les réseaux, à poster des vidéos, à montrer de quoi on est capable, etc. Et je trouve que l'athlète a besoin de montrer un peu plus de son backstage parce que en réalité, on est toujours mis en scène quand on fait des compétitions, tandis que les gens, en fait, ça les intéresse sur un temps, sur le moment. Et comment on fait pour leur donner du contenu, des choses à regarder, savoir ce qu'on fait dans la vie, etc. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui devraient être un peu plus développées, je dirais, à l'avenir chez les sportifs parce que on devient des références, tout simplement, par rapport au sport. Et aussi, on véhicule des messages. Donc, c'est pour ça que c'est un très bon vecteur. Et d'ailleurs, tu as été... je ne veux pas dire de bêtises, mais tu as été presque l'un des pionniers à diffuser des vidéos, faire des montages parfois un peu humoristiques, en alliant justement le sport et puis ta personnalité. J'ai pas souvenir que d'autres athlètes l'aient fait avant toi. Est-ce que toi, tu as des souvenirs ou là aussi des personnes qui t'ont inspiré dans ce secteur? C'est vrai que j'ai pas spécialement de personnes qui m'ont inspiré dans ce secteur, mais j'ai vraiment voulu donner du coup de ma personne par rapport à ça, parce que comme je te le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'aime. C'est-à-dire que je le fais même sans avoir à recevoir un retour de qui que ce soit par rapport aux marques ou autres. J'ai pas d'obligation. Je le fais parce que j'aime vraiment ça. Et c'est vrai que depuis que je le fais, je vois beaucoup plus de personnes poster des vidéos, etc. Et qui essaient surtout de donner des exemples, enfin donner des conseils par rapport au sprint, par rapport à son longueur. Donc je pense que le fait d'être parti en Angleterre, je me suis vraiment rendu compte du potentiel que j'avais par rapport à la vidéo. Et l'année d'après, ça a vraiment pris. Ça a vraiment pris parce que je me suis vraiment concentré sur ma personne, sur mon histoire, parce que j'avais un tas de choses à raconter. Et je pense que le fait d'avoir un fil conducteur par rapport aux Jeux Olympiques, ça tient beaucoup. Un fil conducteur qui a démarré au niveau international en 2011. On n'est pas totalement en Angleterre, mais on n'y est pas loin puisqu'on est à Lille avec les championnats du monde cadets, donc les championnats du monde des moins de 18 ans, où tu prends la médaille de bronze sur le 100 mètres. Une médaille de bronze aussi en relais, le relais medley, c'est ça, où il y a le 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres et 500 mètres, je crois. Tu faisais quelle distance? 500 mètres? Non, je plaisante. C'est 100. Non, j'avais fait le 200 mètres. Sur cette épreuve. Sur cette épreuve. J'avais fait le 200 mètres et juste avant, j'avais fait la finale du 200 mètres. Donc j'étais complètement fatigué. T'avais doublé, ouais. Mais il y a peut-être cette euphorie, cette adrénaline d'être à domicile, parce que là, tu portes le maillot français, le maillot tricolore, dans ton pays, à Lille. J'imagine qu'il y avait une sacrée effervescence dans les tribunes pour les Bleus. Complètement, on était tout simplement transcendés. Et il faut savoir que c'était les championnats du monde chez les jeunes, c'est-à-dire que le stade n'était pas totalement complet, mais le fait de savoir qu'on était encouragé par des supporters qui viennent de toute la France, c'était quand même assez impressionnant. Tu vois, ça, une expérience comme celle-ci, je l'ai retrouvée l'année dernière à Charletti pour le relais 4x100 mètres.
Mais c'était un avant-goût des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on le ressentait vraiment, tu vois. Dans les tribunes, que les gens étaient là à nous soutenir. Allez, la France, à crier dans tous les sens et tout. Et on sentait cette énergie supplémentaire. C'est vrai qu'on a senti. Tu parles bien du meeting de Diamond League, hein, c'est ça, Diamond League. Lieu début juin, avec en plus une soirée folle et des records du monde à l'appel. Quand on vit 3 records du monde dans une soirée, c'était assez fou. Mais c'est vrai qu'il y avait ce fabuleux moment où en plus on réunit toute une équipe. Tu as géré donc ce côté de ta vie très médiatisé. Le côté jeune prodige, parce qu'à ce moment-là, tu as 17 ans, donc en 2011. Pour la suite, qu'est-ce que ça a engendré? Parce qu'après, il faut répondre presque aux attentes quand on se dit on est le futur Ronald Pognon, presque, ou le futur Christophe Lemaitre, qui lui était au début de sa très, très belle carrière. Mais ça a été assez délicat, je dirais, assez délicat dans le sens où, j'étais quand même étudiant. Je restais quand même étudiant avec des objectifs, scolaires. Et donc, j'avais des objectifs scolaires et des objectifs sportifs très élevés. Donc forcément, c'est difficile de lier les deux lorsqu'on n'est pas dans une structure comme l'INSEP ou dans un CREPS. Donc j'ai dû travailler d'arrache-pied, toujours à être au top et rendre disponible sur la scène internationale. J'ai connu des moments difficiles et aussi des grosses blessures. Donc ça a été vraiment le moment assez compliqué de ma carrière. Et là, donc à ce moment-là, tu es toujours à Val-de-Reuil. Voilà. Toujours à Val-de-Reuil jusqu'à quand à peu près? Je suis toujours à Val-de-Reuil. Là, on est en 2013. Ouais. Là, on est en 2013. Je m'aligne sur les championnats d'Europe junior avec la meilleure performance européenne, forcément. Et je participe à mon premier Areva, premier meeting Diamond League. Donc là, je me retrouve juste avant de passer le bac. Mon manager m'appelle et me dit Michael, il nous reste un couloir. Parce que tu sais, dans les meetings comme cela, il y a des hésitements de dernière minute et on me propose du coup soit une future star ou un petit prodige de se rendre sur le meeting ou autre, tout simplement. Et donc là, j'ai accepté l'offre et je me suis retrouvé au couloir 1 à courir contre Usain Bolt dans le Stade de France. Ça se fait plus maintenant. Ça se fait plus. C'est vrai. Ça se fait plus. Ça s'appelait, je pense que le meeting Areva à ce moment-là. C'était le meeting Areva à ce moment-là. C'était fou. Incroyable. Et en plus, l'une des rares fois où Usain Bolt est venu courir en France, sur ce meeting, il avait déjà couru sur 100 mètres, mais c'est vrai que c'était un sacré moment. Il y avait Christophe Lemaitre qui devait être à ses côtés, soit Bolt devait être au 5 et Christophe Lemaitre au 4, je crois. Donc, et effectivement, toi t'es loin. C'est ça. Il y avait aussi Jimmy Vico, Ashmid, le gratin mondial. Le gradient mondial. Et forcément, après les Jeux Olympiques de Londres, ils étaient tous présents pour Paris. Et je me retrouve là à courir contre ces gars, mais j'ai senti la rafale. Mais ce que je retiens par rapport à cette expérience, c'est que j'ai le potentiel. Si j'étais là ce jour-là, c'est que je serais amené à repartir sur cette piste et de faire de belles choses. Et surtout, un stade de 50 000 spectateurs. Ouais. Et lorsque le starter dit prêt et qu'on n'entend aucun bruit, ça, c'est vraiment le moment le plus incroyable. Et qu'on attend effectivement les performances et le virage. Et puis Christophe était à son meilleur niveau à ce moment-là, Christophe Lemaitre, et puis Usain Bolt, bien sûr, déjà la star qui n'était plus à présenter. Christophe Lemaitre, justement, j'ai envie d'en parler parce que 3 ans plus tard, en 2016, là aussi toujours sur 200 mètres, mais là on est à Aubière au championnat de France en salle. Toi, tu as 22 ans, peut-être pas encore, 21 je crois. J'ai 21 ans. Et tu le pousses dans ses retranchements pendant au moins 150 mètres et t'es vice-champion de France derrière Christophe qui était quasiment intouchable sur cette distance. De voir quelqu'un lui donner du fil à retordre pendant 150 mètres, voire même peut-être un peu plus, et de le voir s'employer autant pour aller te battre. On a vu que le sprint français avait de belles années devant soi. Toi, qu'est-ce que tu en ressors de ce magnifique moment aussi pour toi? C'était un moment fort dans le sens où c'était la cible à aller chercher, tout simplement. Ouais. Je me suis dit, aujourd'hui je suis en forme. Je sors d'années de blessures, d'années de doutes. C'est le moment de se faire plaisir. C'est le moment de me prouver à moi-même de quoi je suis capable. Et là, sur cette course, je me souviens vraiment de
de chaque instant. Parce qu'il faut savoir qu'ils m'ont mis au couloir 6 ce jour-là, alors que j'étais censé avoir le couloir 5. D'accord. C'est-à-dire que j'avais le deuxième meilleur chrono, donc en règle générale, le meilleur chrono est tout en haut. Ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça commence par une injustice, mais je vais quand même créer quelque chose de fort. Et à l'arrivée, lorsque je vois le chrono, je me dis, mais ça annonce un été de folie. Je vais faire des grosses performances, je vais vraiment kiffer l'athlétisme comme j'ai jamais kiffé. Parce que je savais que l'hiver précédent, j'étais vraiment en train de travailler comme un fou. J'ai fait des choses que je n'avais jamais faites avant pour pouvoir prétendre à une finale olympique. Vous vivez des moments comme cela, tu vois. Oui, parce que on est donc à l'hiver 2016. 6 mois plus tard, il y a les Jeux Olympiques à Rio, au Brésil. Tu es sélectionné sur le relais 4 fois 100 mètres. On a parlé là tout à l'heure. Tu as couru avec Usain Bolt. Tu as connu des championnats du monde. Mais les Jeux Olympiques, ça reste quand même le Graal quand on est athlète. Toi, tu y as participé à Tokyo plus récemment et à Rio. Est-ce que c'est ce fameux Graal quand maintenant on l'a vécu non pas une fois mais 2 fois? C'est sûr que la première fois c'est toujours assez impressionnant, tu vois. La première fois je l'ai vécu, c'était quasiment une fête parce qu'on sortait des championnats d'Europe, on avait fait vice-champion d'Europe, forcément on est jeune, on a 23 ans. Enfin moi j'avais 23 ans à ce moment-là donc j'étais encore espoir et je partais sur ce championnat en pleine découverte mais toujours avec l'idée de faire une finale olympique. Pour moi c'était quand même quelque chose que je voulais toucher, quelque chose à rajouter dans son palmarès. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme j'avais voulu, comme j'avais espéré. Et pareil, en fait, l'expérience des Jeux Olympiques à Tokyo, elle était vraiment très minime. Certes, je vis vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que je suis aux Jeux Olympiques avec mon petit frère. On se passe le témoin, donc c'est une image assez forte pour la famille. Et on se fait sortir. L'expérience humaine au sein de la fédération, elle n'était pas du tout au rendez-vous. Donc forcément, tu travailles pendant 4 ans, voire 10 ans pour des expériences comme celle-ci, c'est forcément assez frustrant. Au-delà de ça, aujourd'hui, j'espère beaucoup de paris. Beaucoup de paris. Ouais, on espère que ce sera presque un mix des deux, c'est-à-dire le fruit pour en plus cette génération de sprinters dont tu fais partie, d'aller conquérir une médaille mondiale ou olympique. C'est ça. Et en plus, tu parlais de Tokyo, mais au-delà de l'expérience, c'est que vous êtes dans un stade vide. On a presque tendance à l'oublier maintenant. Je l'ai oublié, tu vois, juste en te disant ça. Et ça aussi, c'était assez fou, inédit. Ça s'est jamais fait dans l'histoire du sport, tout simplement. C'est-à-dire que même au niveau des entraînements, tu vois, je le souligne, je l'ai pas dit, mais le fait de pouvoir s'entraîner correctement, c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait aussi à cette saison. Donc forcément, tu as des athlètes qui étaient avantagés parce que leur fédération leur permettait de s'entraîner, tandis que nous, non. Je dis pas ça pour me plaindre. Je dis juste ça, qu'on manquait aussi de moyens, de méthodes, de soutien, de se sentir vraiment accompagné dans ce... Pour que moralement ça tienne. Exactement. L'athlète, c'est un sport individuel. Il y a les épreuves individuelles dans lesquelles tu es engagé. Il y a ces relais où tu as été presque éduqué aussi par ton club. À Val-de-Reuil, il y avait une belle équipe de relais 4 x 100 mètres parce qu'il y avait un gros groupe de sprint. Tu préfères quoi? Épreuve individuelle ou le relais 4 x 100 mètres? On me l'avait jamais posé cette question et j'aime beaucoup ce qui se passe. Tu sais que je pense qu'avec le temps, je deviens de plus en plus égoïste. Je sais que je m'entraîne pour moi. J'ai beaucoup gagné avec le relais. J'ai connu vraiment ces victoires avec le relais. Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est vraiment des médailles individuelles. J'ai besoin de m'affirmer. Donc c'est pour ça que je suis vraiment dans cette ligne de mire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est pour moi. Aujourd'hui, il faut que je vais me faire plaisir de cette manière. C'est des messages aussi, des manières aussi de se parler qui me permettent aussi d'évoluer. Et en plus, il y en aura des occasions avec les championnats d'Europe, dans un premier temps au mois de juin, et puis les Jeux Olympiques à Paris à domicile. On parlait des réussites dans leur globalité. J'aime pas le mot échec, je préfère ces épreuves de la vie. T'en as évoqué quelques-unes parce qu'une carrière athlétique, c'est vrai qu'on parle toujours des bons souvenirs, mais c'est jamais un long fleuve tranquille. Toi, quelles ont été les difficultés les plus marquantes dans ta vie d'athlète? Les blessures.
Blessure, ça c'est la première chose. C'est que les blessures, c'est pas forcément évident parce que avant d'être blessé, bah, tu connais la lumière. Tu connais vraiment les belles périodes où tout se passe très bien, tout le monde t'accompagne, etc. Et lorsque tu te blesses, c'est un peu comme la vie. Tout ce que je vais te citer, c'est en parallèle à la vie. C'est-à-dire que quand tout se passe bien, forcément, tout s'aligne. Mais quand tu as des problèmes, bah, c'est beaucoup plus délicat. Il faut que tu réfléchisses et que tu perdes pas le nord. C'est-à-dire que moi, ma ligne de conduite, c'est vraiment été, bah voilà, je veux toujours me surpasser. Et pourquoi, comment? C'est toujours mon pourquoi en fait qui me permet d'avancer. Pourquoi je fais de l'athlète aujourd'hui? Pourquoi je vais m'entraîner? Et ça t'empêche, on va dire, de réfléchir à la souffrance, au moment de solitude, au moment de doute, etc. Parce que tu as toujours en fait cette vision qui t'amène à faire de grandes choses. Tu t'es senti seul parfois dans ces moments, comme tu dis, ça brille, ça réussit, ça perf, on t'appelle, et ouais, est-ce que le téléphone sonne moins dans ces moments-là? Bien sûr, et puis là tu sais qu'il y a l'avancée, là on a les réseaux sociaux, du coup tu le ressens forcément, tu vois, forcément. On est tous suivis par rapport à ces petits détails, et du coup tu le ressens forcément. Et ce qui m'a permis aussi de me détacher de ça, c'est le fait d'avoir construit quelque chose à côté qui me permettait de vivre tout simplement comme un être humain lambda, excusez-moi. Mais en gros, le fait en France, c'est difficile de mener une double carrière, avoir une double casquette sportif et professionnelle. Ouais, donc il faut trouver parfois une passion ou une autre activité pour penser à autre chose. Est-ce qu'il y a aussi, au-delà des blessures, parfois une course ratée qui t'a mis au fond du seau? Ouais. C'était laquelle? Ouais, j'avais Rieti, finale des championnats d'Europe. Ouais. Et je m'étais mis énormément de pression, j'avais déjà une douleur à la branche pubienne. Et je suis en finale avec le meilleur chrono. Du coup, j'ai le... Donc les championnats d'Europe junior, hein, c'est ça, 2013? C'est ça. Et je me lance sur cette course et je finis 5e. Je termine la course, je continue de marcher. Je savais que j'étais dépité parce qu'en fait, la pression que je m'étais mise sur cette course, c'était... Cette course-là sera le tremplin de ma carrière. Si je gagne cette course, ça voudrait dire que j'aurai une grosse carrière, je vais pouvoir faire des gros chronos, je serai repéré, etc., etc. Pourquoi je me suis mis cette pression? Parce que j'avais lu que Ronald Pugno avait fait champion d'Europe, que Jimmy Vico avait fait champion d'Europe, que Christophe Lemaître, et ainsi de suite. Et en fait, je m'étais tellement aligné à eux que je n'étais plus moi-même. Et forcément, sur une course comme celle-ci, bah, je suis passé à côté alors que j'ai oublié de profiter de l'instant présent. J'aime courir. Ouais, tu t'es dit, c'est ça, que les grands noms de l'athlétisme français, dans le sprint en tout cas, voilà, ont brillé à ce niveau-là, donc il fallait que, si tu voulais faire partie de ce gratin-là, il fallait briller ce jour J. C'est vrai que c'est fou, c'est dynamique, parce que tu me fais penser à une autre athlète qui cette année-là, et que tu connais très bien, Stella Akakpo, qui, elle, devient championne d'Europe junior sur 100 mètres, et qui derrière fait la superbe ligne droite, là au championnat du monde senior du relais 4 fois 100 mètres, où elle termine initialement 2e, malheureusement elles sont disqualifiées, mais c'était une fabuleuse course, et peut-être que justement en n'étant pas championne d'Europe, elle n'aurait pas pu vivre ce moment-là. Donc comme quoi des fois les destins tiennent à pas grand-chose, à moins de 20 secondes finalement. Ouais, c'est toujours ça. C'est qu'on s'entraîne tout ce temps pour si peu, et pourtant ça nous provoque tellement d'émotions. Parce qu'on sait que c'est un accomplissement d'une vie, quoi. On travaille tout ce temps pour vivre des moments si courts et si merveilleux. Donc, ce jour-là, c'est tout. C'est en plus le physique qui t'a lâché. Est-ce que c'est pas partie de ce côté mental où t'as peut-être mal abordé la course? Je pense que je l'ai mal abordé. Tu vois, le fait de partir dans les starting blocks en me disant ça, je pense pas que ce soit la meilleure des choses. Et tu vois, cette course-là, pour aller un peu plus loin, c'est une course que j'ai re-regardée un peu plus tard. J'ai fait le deuil de cette course. Et en fait, cette course-là, je l'ai re-regardée pour la dernière fois avant de courir contre Christophe Lemaître en salle. Ah ouais, donc en 2016... Ça a pris du temps quand même, tu vois. 3 ans avant de repartir vraiment
Pour le digérer et passer à autre chose et là te prouver que ce jour-là tu pouvais être en forme le jour J. Au-delà des déceptions, on sait que les sportifs ont énormément de difficultés, les athlètes particulièrement cette année, on voit de plus en plus d'athlètes dans le besoin, tu l'évoquais en préambule, et ta liaison avec le partenariat et Altitude Infra, cette cagnotte participative, beaucoup d'athlètes mettent ce genre de financement participatif en place. Qu'est-ce que tu penses dans un premier temps de cette manière de faire où vous êtes presque en fait résigné finalement, vous êtes obligé d'aller, je vais pas dire mendier, c'est pas le bon terme, mais demander l'aide des gens pour subvenir à vos besoins et vous préparer dans les meilleures conditions. C'est malheureux d'en venir jusque là parce que un sportif est censé être soutenu parce que tout au long de l'année, enfin, je dirais jamais assez, on travaille dur pour représenter la nation. Et moi, c'est sûr que mon cas en fait était beaucoup plus poussé parce que j'avais fait les performances. Donc c'est assez spécial. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose que j'avais déjà fait en 2016. Tu sais, il y avait la cagnotte Sponsorisme qui avait été mise en place. Et donc, moi, j'avais déjà lancé cette cagnotte. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est quand même quelque chose qui pousse à réfléchir sur un autre modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait appel à Altitude Infra pour m'accompagner dans cette quête au sponsor, enfin dans cette quête tout simplement pour les Jeux Olympiques. Et je pense que les athlètes devraient être tout simplement leur propre marque et partir à la recherche des sponsors d'une autre manière. Aujourd'hui, je sais très bien que j'ai reçu beaucoup de messages négatifs par rapport à la cagnotte, mais c'était aussi pour marquer les esprits, pour montrer que voilà, c'est pas parce que tu es le meilleur français, que tu es dans les meilleures conditions, c'est pas parce que tu as fait des très grosses performances que ça va se reproduire, mais si tu veux que ça puisse se reproduire, alors imagine-toi avec les meilleures conditions. C'est tout cette idée-là que j'essaie de promouvoir et de mettre en place par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà parce que voilà, tu soulèves une problématique, mais tu veux aussi trouver une solution. Et toi, ta solution, finalement, ça serait de créer, enfin que chacun soit sa marque. Quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Simplement, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça nous amène à avoir une très bonne visibilité. Une personne avec très peu de followers peut très bien toucher une très bonne audience. Donc c'est surtout une manière de communiquer. Pour ma part, je pense que voilà, j'ai quand même une bonne base de followers et si une personne est dans le besoin, je pourrais très bien la repartager. Et à l'avenir, je dirais que il faudrait, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel, je pense que les athlètes devraient vraiment plus se développer individuellement parce qu'on a toujours tendance à espérer énormément d'une fédération ou d'un sponsor, etc. Mais sachez que vous êtes vous-même votre propre marque. Vous pouvez très bien vous développer sans avoir des caméras ou autre. Un simple téléphone et expliquer, raconter votre histoire est suffisant pour pouvoir faire grandir une histoire et monter quelque chose. C'est ça. Donc il faudrait pas être, en fait, faut pas être attentiste. Il faut, c'est à toi d'aller chercher par tes performances dans un premier temps, mais aussi parce que tu peux créer comme contenu au quotidien pour justement donner de la visibilité à ceux qui veulent te soutenir. Avant même les performances, tu vois. Regarde, si on prend mon exemple, avant même que je fasse des très grosses performances, je commençais déjà à publier des vidéos sur ce que je faisais, où je suis, etc. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de raconter une histoire, la sienne. Et il n'y a rien de plus simple, en réalité. Tu peux tout simplement poster une vidéo de toi, par exemple, ici. Tu vois, c'est des choses qui intéressent les gens parce que c'est des choses qui ne sont pas vues, qui ne seront jamais vues sur la piste. C'est en dehors de la performance. Les gens sont tout simplement intéressés par la personne que tu es, les valeurs que tu dégages, et s'ils peuvent tout simplement être inspirés par ce que tu es. Il y a quelque chose qui me vient à l'idée. Est-ce que tu penses aussi que le fait de pratiquer un sport
mesurée, où la performance est mesurée, est-ce que parfois ça peut être un handicap? Parce qu'on voit tout de suite le jour où tu n'es pas en forme, oui. Ou parfois même peut-être que le commun des mortels va dire bah, tu n'as pas battu ton record, donc c'est que tu n'as pas été bon. Est-ce que ça peut être aussi un problème par rapport à une superstar du basket ou une superstar du football? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est tous des chiffres. c'est délicat à dire, mais on est tous des chiffres, tu vois. Et encore cette année, avec mon coach, j'ai appris pas mal de choses. Je suis un athlète en 10-15. Voilà, ça c'est ma moyenne. Je suis un athlète en 10-15. Ma vitesse de pointe, c'est 9 secondes 99. D'accord. Et là, l'idée, en fait, c'est d'augmenter ma moyenne, de diminuer ma moyenne, pardon. De la rapporter à jusqu'à 9 secondes. Et j'ai toute une autre vision du sport par rapport à ça. C'est-à-dire que je sais très bien que pour être au max tout le temps, il va falloir travailler d'arrache-pied et être beaucoup plus malin que les autres sur la manière de travailler. Et une contre-performance peut très bien démoraliser, comme elle peut motiver pour la suite. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'optique où voilà, je me suis vraiment déconnecté de la performance pour vraiment travailler sur le ressenti. Tout ce que je fais, tout ce que je produis à l'entraînement, d'accord, le coach peut très bien me donner de très grosses performances et me dire voilà, tu vaux tant à ce moment-là, t'es bon là, c'est très bien. Je me déconnecte de tout ça parce que le plus important, c'est le jour J. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être le champion tu peux battre qui tu veux, le champion du monde à l'entraînement, il n'y a pas de problème. Mais qui sera le champion olympique là, cette année? Et là, ça se décidera au mois d'août et le deuxième dimanche de la quinzaine, de la quinzaine olympique, puisque le 100 mètres est souvent en début de programme. Moi, ce qui m'a toujours fasciné depuis que je te connais, ça a été ta capacité à rebondir malgré les coups durs, les épreuves de la vie, pour revenir encore plus fort. Les échéances à venir pour toi. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas forcément la performance qui va primer cette année, mais plutôt les médailles, les places que tu gagneras sur les différents grands championnats, c'est ça? Exactement. On revient vraiment sur la base de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est tout simplement qui courra le plus vite, qui a gagné la course. On retiendra forcément les gagnants et les 3 premiers. Donc forcément, cette année, je me donne le maximum sur toutes les courses. J'applique tout simplement ce que je sais faire et ce que j'ai appris. Et il y aura forcément surprise. Donc, championnat d'Europe, Jeux Olympiques, c'est les deux objectifs, en individuel et sur le relais. Voilà, c'est ça. Il y a le meeting aussi de Paris que j'aimerais bien faire, du coup, ça sera aussi une target. Ouais, et puis en plus une super date pour prendre la température, voilà. début juillet cette année. Pourtant, rappelons un peu le principe, pour se qualifier à ces grands championnats, il faut réaliser des performances. Exactement. Et donc là, à un moment, tu seras quand même amené à te confronter au chrono et à la perf. Qu'est-ce que tu dois réaliser pour rejoindre le niveau européen et olympique? 10-0, c'est la performance demandée pour se qualifier sur le 100 mètres. Et 20-15, 20-16. 20-16, ouais. 20-16 sur le 200 mètres. Ouais. Donc c'est des performances que j'ai déjà réalisées. Mais l'idée, c'est de pouvoir les réitérer. En fait, si je suis parti aux États-Unis, c'est pour ça que tu vois, je fais vraiment la transition. Si je suis parti aux États-Unis, c'est pour pouvoir être régulier sur des grosses performances. Des performances à la hauteur des minima olympiques. Minimum. Parce que j'ai pour ambition de faire une médaille. Donc forcément, si je suis vraiment souvent au-delà des minima, ça voudrait dire que je suis dans de bonnes conditions. Donc c'est ça, pour atteindre des objectifs, il faut mettre des choses en place. Et toi, tu es parti donc à Clermont, alors pas dans le centre de la France, mais en Floride, Clermont en Floride, Clermont avec un T, où tu as rejoint le groupe, excusez du peu, du champion du monde en titre du 100 mètres et du 200 mètres, Noah Lyles. Comment ça s'est passé ces premiers mois? Parce que là, tu fais une petite escale en France, ouais. Mais ça fait plusieurs semaines que tu t'entraînes dur là-bas. Bah, ça se passe super bien, tu vois. Contrairement à l'expérience que j'avais en Angleterre où voilà, c'était ma première expérience à l'étranger, j'avais beaucoup à prouver. Je voulais vraiment me prouver à moi-même et aussi prouver au monde que j'étais parti là-bas, pas pour pour les bonnes raisons et surtout prouver que j'étais capable de faire des grosses performances. Là, je suis parti là-bas avec
une toute autre vision. Déjà, dans un premier temps, je savais que c'était un groupe extraverti, des personnes avec qui tu peux parler, avec qui tu peux vraiment tout exprimer, etc. Et aussi, me prouver à moi-même que je suis capable, j'ai du talent. Ça, c'est une chose, mais je suis un bosseur avant toute chose. Et c'est pour ça que je suis parti là-bas. Vraiment, je voulais vraiment me retrouver auprès de choses qui me manquaient. Sachant, et en fait, il y a plusieurs points qui me manquaient, c'est-à-dire que depuis de nombreuses années, j'avais pas beaucoup travaillé sur tout ce qui était foncier. Et je savais que dans un groupe comme celui-là, si Noah Lyles était capable de tenir des 200 mètres comme il le fait, c'est qu'il travaille correctement. Ensuite, je manquais de concurrence. Ça faisait depuis que j'avais quitté l'Angleterre en 2020 que j'ai plus retrouvé. Enfin, je m'entraîne tout seul quasiment. Ouais. D'accord, donc ça c'est assez spécial. Et un coach avec une très grande renommée. Donc, ce qui dit simplement qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et les trois choses, je les ai retrouvées dès que je suis arrivé les premières semaines, je l'ai toutes ressenties. Et puis en plus cette ambition, parce qu'eux aussi ont des objectifs très élevés, et puis savoir rester en bonne santé, parce que c'est important. Ton corps, c'est ton outil de travail, donc c'est vrai que Noah Lyles, j'ai pas souvenir qu'il ait été blessé ces dernières saisons, et c'est aussi en partie pour ça qu'il a pu répondre présent sur les grandes échéances internationales. Tu as évoqué championnat d'Europe, Jeux Olympiques et le meeting de Paris. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement la différence entre des championnats et un meeting? Simplement, un meeting, c'est une course en one-shot. C'est-à-dire que tu te confrontes à des personnes qui viennent du monde entier et vous vous confronterez pour faire une performance tous ensemble. Là, c'est plutôt, on va dire, un peu amical. Tandis que les championnats, au bout, il y a des médailles. C'est aussi simple que ça. Et là, tu représentes tout simplement ton pays d'une autre manière. Et c'est vrai que Noah Lyles, en plus de ça, pour faire la comparaison, a répondu davantage présent sur les championnats plutôt qu'en meeting, même s'il a toujours été très performant. C'est là qu'il est arrivé toujours en forme avec quasiment ses meilleurs temps réalisés dans ces périodes-là. Toi, comment tu l'as trouvé au quotidien, ce garçon? T'as des atomes crochus avec lui? Franchement, je m'entends hyper bien avec lui. C'est quelqu'un d'assez ouvert et je trouve qu'on se ressemble un peu sur certains points. Voilà, c'est quelqu'un d'assez combatif. Tous les jours à l'entraînement, il est tout le temps motivé. Tous les deux pareil. Et c'est pour ça qu'on se tire à la bourre tout le temps à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là. On a vraiment faim de pouvoir progresser. Et puis, en fait, ce qui est intéressant au-delà de tout ça, c'est qu'il apprend de moi tout comme j'apprends de lui. Et ça, je m'y attendais absolument pas. Tu vois, je me suis dit, mais le gars, il est en tout 6 fois champion du monde. Il a vu énormément de choses. Mais cette année, je suis pas venu dans le groupe pour le challenger. Je suis venu ici vraiment pour progresser. Et pourtant, on se retrouve côte à côte. C'est-à-dire que là, il y a une autre dimension en fait de l'entraînement qui prend place. Et je trouve ça très très intéressant. Au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'assez ouvert. Des fois, il nous invite chez lui à jouer à des jeux comme le baccalauréat. Moi, ça m'arrange parce que du coup, je travaille mon anglais, il y a des mots, des vocabulaires, etc. Mais franchement, c'est super bien. Je me sens vraiment bien dans ce groupe. Je me sens vraiment à ma place. Est-ce que tu as parlé avec lui de cet exploit que tu as réalisé de courir sous les 10 secondes le 100 mètres, donc 9 secondes 99 et 19 secondes 97 sur 200 mètres, parce que seuls 2 Français ont réussi à faire ça, Christophe Lemaitre et toi. T'en as parlé avec lui de comment gérer cela et peut-être moins penser au chrono? Est-ce que lui t'a conseillé par rapport à ça? Lui m'a plutôt conseillé... Il m'a plutôt fait des conseils assez techniques par rapport à l'entraînement, sur comment maintenir sa vitesse, parce que ça, c'est vraiment sa force. Je lui ai pas spécialement parlé de ce que j'avais fait auparavant, mais il a suivi un peu ce que je faisais, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un milieu assez petit, restreint, assez restreint. On se connaît tous. Regarde, je suis rentré dans le groupe, je voyais des vidéos d'un gars. Depuis un petit moment, finalement, je lui dis mais c'est toi en fait qui est là. C'était un prodige. À 16 ans, le gars courait déjà en 10,09, tu vois. Et il était là. Tu te retrouves avec des personnalités, des personnes que tu croises tout simplement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça rapproche, ce monde des réseaux rapproche les gens. Parfois, ça me fait même presque un peu peur. Ouais. Mais au moins, ça vous permet de vous connaître sans vous connaître avant de vous rencontrer.
je voulais revenir sur, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les réussites avant de parler des Jeux Olympiques de Paris. 9 secondes 99, 19 secondes 97, ce sont donc tes records sur 100 mètres et 200 mètres. Un exploit, double exploit parce que tu cours ces deux courses à 1 heure, 1 heure et demie d'intervalle. C'est ça, 1 heure. En Suisse. Quand tu réalises cela, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quoi tu penses? Dans un premier temps, lorsque je passe sous la barrière des 10 secondes, je sais pas trop en fait. Je réalise pas. Je me dis voilà, je l'ai fait. Il y a mon frère qui vient dans mes bras. Il me dit vas-y pleure. Pleure, ça fait 10 ans que tu travailles. Tu peux mériter une petite larme quand même. Et en fait la larme elle coule pas vraiment parce que je sais que j'ai 200 mètres après, mais je suis dans l'euphorie tout simplement. Je prends vraiment tout ce que j'ai à prendre. Je me dis mais voilà, j'ai vraiment mis un pied devant l'autre et je suis arrivé à cette ligne d'arrivée et j'ai vraiment cassé la barrière des 10 secondes. Et juste après en fait je m'aligne sur le 200 mètres, beaucoup plus relax. Je me dis voilà, j'ai atteint déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Mon frère me dit c'est sûr que tu vas faire 19 secondes. J'ai dit je vais le faire. Et en fait je partais vraiment tout de suite avec cette conviction, autant sur le 100 mètres que sur le 200 mètres, que j'allais les faire. Ah ouais. Ouais. Plus, pour dire la vérité, plus sur le 100 mètres. Sur le 100 mètres, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire 9 secondes. Pourquoi? Parce que il y avait la sélection qui était sortie il y a une semaine auparavant par rapport au championnat du monde. Et je me suis dit, quelle frustration de se dire que ça fait 10 ans que je fais du haut niveau et qu'ils me sélectionnent simplement sur des épreuves comme le relais. Depuis Moscou en 2013, 19 ans, je suis qualifié 18 ans, je suis qualifié sur le relais. Ouais. Je me dis waouh. Et là en fait j'ai pris un temps dans mon canapé, je me dis c'est pas possible. Et là je repars sur cette compétition, je me dis je vais faire 9 secondes, je vais les faire. Je le sens, je vais les faire. Et ça s'est fait. Après le 200 mètres j'étais là j'étais le roi du monde, là. Je marchais sur les nuages. J'étais tellement heureux de savoir que voilà, j'avais fait les deux et j'avais pas pris considération que c'était juste à 1 heure d'intervalle et que c'était vraiment extraordinaire et que ça prouvait que j'étais capable de les reproduire, etc. Sur ces courses-là, il faut savoir aussi que il y avait vraiment beaucoup de choses à perfectionner. Sur la fin du 200 mètres, je me désunis, je pars dans tous les sens. Mon corps ne suit pas parce que c'est de la haute vitesse. Et forcément, quand on est en survitesse, il faut vraiment avoir le corps qui suit. La coordination. En tout cas, bravo pour cet exploit qui, c'est vrai, continue de te permettre d'être au moins dans ce collectif relais, à chaque fois d'être un des piliers de ce collectif. Pour aller à Paris sur le relais, qu'est-ce qu'il faut faire là dans ces cas-là? Parce que c'est pas une performance, c'est une performance collective, mais vous courez très peu ensemble en compétition, à part lors des grands championnats. C'est ça. Tu parles plutôt individuellement ou? Alors individuellement, on y a répondu à cette question, mais vraiment comment le relais français doit se retrouver sur la ligne de départ des Jeux Olympiques? Il faut qu'on passe là, au mois de mai, on a la Coupe du Monde de relais aux Bahamas et il faudra être en finale pour prétendre à une place aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il falloir courir très très vite dès le mois de mai, tous ensemble. Il va falloir qu'on soit déjà très accordés au niveau des passages de témoins, la synchronisation des vitesses et surtout la confiance. C'est vraiment ce qui va primer sur ce championnat. Nous, on a l'avantage, les Français, d'avoir une technique différente de tous les autres. On passe plutôt le témoin vers le bas, tandis que les autres nations font le push-pass vers le haut. Et ça, c'est ce qui nous fait gratter quelques centièmes sur les chronos. Et puis une technique plus fiable aussi pour amener le témoin au bout, parce que c'est la règle. Explique-nous c'est quoi en fait le relais 4 fois 100 mètres. C'est très simple. C'est très simple. Il faut être composé d'une équipe de 4 personnes et courir tout simplement à 400 mètres, découpé en 4 parties. Donc voilà, pour la faire simple, on court tous 100 mètres relativement. Et puis le témoin d'arriver à la ligne d'arrivée sans tomber et sans dépasser les zones de transmission qui sont de 30 mètres. Sinon hors zone ou sinon disqualification. Et là, effectivement, là non plus, on ne peut pas valider la performance qui a été réalisée, même si le témoin n'est pas tombé. Ce collectif relais, donc ça fait 10 ans que tu en fais partie, après les premiers championnats du monde en 2013. Et il a effectivement toujours manqué ce petit
quoi, grain de réussite, tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi, pour permettre à cette équipe qui est déjà montée sur le podium européen, tu es vice-champion d'Europe 2016 et 2022 du 4 x 100 mètres, qu'est-ce qui manque pour monter sur le podium mondial ou olympique à cette équipe de France? Alors le travail actuellement, c'est la vitesse. Clairement. C'est que la vitesse, c'est vraiment ce qui nous manque vraiment, parce que l'année dernière, on l'a vraiment ressenti. J'étais pas en forme, mon frère lui pétait la forme, et d'autres avaient des pépins physiques, etc. Et c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, si tu sais que les Américains font des passages assez bancals et arrivent quand même à être champions du monde, c'est que leur base de vitesse est très élevée. Très, très, très élevée. Techniquement, on est calé. Il n'y a plus trop de soucis à se faire par rapport à ça. Aujourd'hui, si on est parti à l'étranger, notamment moi et aussi mon petit frère, et t'en as d'autres, c'est pour élever le niveau français. Donc je pense que si on est nombreux athlètes aux alentours du 10-0 et d'autres aux 9 secondes, ça va faire des ravages. Et là, enfin, cette Dream Team, parce qu'on n'a peut-être jamais autant réuni de sprinters aussi rapides. Je parle en moyenne. C'est vrai que même avec Christophe... alors Christophe Lemaître a été médaillé, mais ça c'était en 2011. Il y avait ce 4 x 100 mètres qui avait rapporté une médaille de bronze avec Jimmy Vico. Et c'est vrai que là, sur cette décennie, il a manqué à votre génération et on vous le souhaite. Bah, pourquoi pas à Paris, une équipe dont fait partie ton frère, donc ton frère. C'est ton frère déjà, c'est ton coéquipier en relais et aussi ton adversaire. Comment vous gérez tout cela? Ok, dans le sens... Au quotidien, au quotidien, on est des compétitions. Au quotidien, on est des frères. Voilà, tout simplement, on se chamaille, on se taquine, on s'entend super bien, on a des bons délires ensemble. Et franchement, je vis vraiment une très bonne expérience avec lui. Mieux qu'avec un adversaire ami. Je pense que c'est la meilleure des relations parce que on sait très bien qu'au-delà d'être adversaire, on se pousse vraiment à faire des choses vraiment au maximum sans avoir cette arrière-pensée de se dire « Punaise, j'aimerais qu'il se blesse » ou des choses comme ça, tu vois. Il n'y a pas ce vice entre nous, sachant qu'on veut vraiment se motiver. Tu vois, pour te donner un exemple, l'année dernière, j'étais pas très bien et lui, il était bien. Il m'a encouragé, il m'a très clairement dit « Michael, normalement c'est toi qui es censé être au top, là, tu es capable de faire de grandes choses au championnat de France, etc. » Et ça m'a motivé, tu vois, j'ai fini 3e et j'ai senti que ça m'a quand même transcendé un peu, tu vois. Je me suis dit « J'ai quand même les capacités, même quand je suis blessé, de faire quelque chose de bien, donc ça me motive. » D'ailleurs, j'ai entendu cette formule sur un meeting, une compétition récemment. On parle plutôt d'adversité que d'adversaire. Est-ce que tu rejoins ce sentiment? C'est-à-dire que adversaire, voilà, des fois ça dépasse le cadre de la compétition. D'ailleurs, dans les années 80-90, il y avait de très très fortes rivalités. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, justement parce qu'on parle plus d'adversité que d'adversaire à proprement parler. Je comprends ce sens et c'est ce qui me manque, on va dire, un peu, parce que tout le monde aime le trash talk. Tout le monde aime tout ce qui touche au trash talk, le backstage. Quand on entend un Marcel Jacob qui répond à Fred Kerley, ça c'est ce que les gens aiment. Ça c'est ce qu'on appelle l'adversité. Non, ils sont plutôt adversaires. Parce que l'adversité, c'est vraiment lorsqu'on est vraiment adversaire simplement dans la compétition. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt adversaire. Je pense que je suis plutôt dans l'adversité, pardon. J'entends me perdre. Je suis vraiment dans mon couloir. Je me préoccupe pas spécialement des autres parce que je sais que c'est moi contre moi dans cette course. Il faut que je me batte pour battre mes records avant toute chose. D'accord, il y aura des personnes qui courront vite et même très vite à côté de moi. L'idée, c'est de produire ma course correctement. La course, justement la course parfaite, ça serait quoi? Ça serait aussi de vivre une finale olympique en individuel avec ton frère, d'aller remporter cette médaille olympique avec ton frère sur le relais 4 x 100 mètres. C'est quoi pour toi la course parfaite? Pour moi, parfait, ce serait simplement être champion olympique. C'est mon travail, mon parcours, tout ce que j'ai mis en place pour y arriver. Et ton histoire. Et mon histoire. Une médaille olympique, champion olympique. Et ça, ce serait vraiment parfait. Parfait. Après, la manière, je sais pas. Parce que ça se trouve, il n'y a que des faux départs, il se passe des trucs, etc. Ça, je ne me préoccupe pas de ça, mais c'est vraiment la vision que j'ai, c'est vraiment de remporter cette médaille en France
qui signifierait vraiment énormément de choses pour moi et surtout pour le parcours que j'ai eu tout au long de ces dernières années. Savoir que voilà, c'est le message le plus fort que je peux donner, c'est vraiment j'ai rien lâché tout au long de cette carrière et j'y suis arrivé. Et en plus, si t'es champion olympique, ça veut dire que t'es devant ton frère. Comment ça, c'est bon, c'est pas grave. Oh, mais j'ai pas de problème par rapport à mon frère. Très clairement, j'ai pas de problème par rapport à mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère qui, même si tu vois, pour aller plus loin, il y avait une question qu'on m'avait posée, c'est tu préférerais que ton frère soit champion olympique ou toi soit champion olympique? Mais on est adversaires. Ouais. Donc moi, je serais tout simplement, je veux gagner devant qui que ce soit. C'est-à-dire que je m'entraîne pas pour me dire ah mais je vais laisser mon frère passer devant moi, des choses comme ça. Non, pas du tout. Et j'ai même pas en fait de vice de me dire ah j'ai battu mon frère à cette compétition, là ça veut dire que je suis bien. C'est pas mon adversaire pour moi. Moi je vise beaucoup plus haut. Et les choses qui sont beaucoup plus haut, c'est les personnes avec qui je m'entraîne aujourd'hui. C'est champion du monde, champion olympique. C'est ce genre de personnes. Donc c'est pour ça que ma vision par rapport à ça, elle est quasiment neutre. Et on te souhaite de rejoindre ce cercle de champions du monde, bien entendu. On sent que tu aimes cette compétition, que ça te transcende. Est-ce que tu aimes te donner des challenges au quotidien? Toujours. C'est-à-dire que depuis que je suis aux États-Unis, j'ai des challenges toutes les semaines. Et même au-delà de l'athlétisme, je me fixe des challenges. Tu sais, même au niveau des vidéos, j'aimerais bien faire des effets, des choses comme ça, etc. Enfin, je suis un gars qui adore les challenges. Tu me proposes un challenge, je vais essayer de le faire. C'est pour ça que, en fait, c'est mon essence aujourd'hui. C'est ce qui me permet de rester debout et de me motiver pour quelque chose. Tu sais, on parle beaucoup de motivation, mais aussi du coup la discipline qui vient en marche quand on se fixe vraiment un objectif. Parle-nous de ce challenge, mais ces valeurs que tu partages avec Altitude Infra, ça aussi, ça te donne ce coup de boost au quotidien? Ah, complètement, complètement. Lorsque j'ai lancé ma cagnotte et toute cette campagne, c'était assez compliqué pour moi à ce moment-là de savoir où j'allais être, surtout cette année. Aujourd'hui, il m'apporte tout simplement cette sérénité de me dire, voilà, je suis enfin à l'endroit où je voulais être depuis de nombreuses années. C'est vrai que les États-Unis, c'était quelque chose qui me trottait un peu à l'idée depuis de nombreuses années. Je me disais, pourquoi pas, mais bon, c'est un sacré budget, c'est assez compliqué, etc. Que des freins. Aujourd'hui, je me retrouve avec une équipe qui me soutienne, avec qui on est très proches et qui comprennent tout simplement mon parcours et l'objectif. Et justement, vous comprenez mutuellement. Altitude Infra qui propose des nouvelles technologies avec la fibre optique. Toi, est-ce que tu utilises aussi les nouvelles technologies pour progresser dans ton sport? Bien sûr. Je suis dans ça. Regarde, pour donner un exemple, et récemment j'étais avec comment il s'appelle? Ralph Mann. C'est un ancien coureur de 400 mètres haies qui a fait vice-champion olympique aux Jeux Olympiques de Munich 1972. 12, ouais. Okay. Et c'est dit, en fait, il se ramène au stade et tout. Le coach me dit, demain on a des tests, etc. Je dis, ok, ça marche. Et je pars sur Internet. Je vois que le gars a inventé une espèce de technologie qui permet en fait de pouvoir savoir ta position parfaite au vu de ta physiologie. Ah ouais. Dans les starting blocks. Ouais. C'est-à-dire que je suis rentré dans les starting blocks, la technologie, c'était juste impressionnant. Peut-être j'étais excité de savoir ce que je pouvais faire, parce que déjà, on disait que j'étais un bon partant, etc. Et figure-toi que j'étais devant le stickman qui me proposait. C'est-à-dire que j'étais au-dessus de ce que ma morphologie pouvait proposer. Et c'était une expérience incroyable parce que j'ai énormément appris. Ma position dans les starting blocks a changé. Je me sens beaucoup plus rapide et je réagis beaucoup plus vite dans les starting blocks. C'est juste incroyable. Donc les technologies, oui, font partie aussi de l'avancée des sportifs aujourd'hui. Et en plus ça, les matériaux utilisés dans les pointes, c'est pas la fibre optique, mais là c'est le carbone qui permet également d'aller plus vite. Si tu n'avais pas été athlète, est-ce que tu travaillerais pour Altitude Infra? Bien sûr. Non, mais tu sais que ouais, je pense que ça aurait été un très 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 gros challenge. Mais j'aimerais bien, tu vois, travailler dans le côté communication.
Ça, j'aimerais bien ça. Ça, j'aimerais bien. Je vais transmettre ton CV, t'inquiète pas. Très bien, de communication, tout ce qui est vision artistique, etc. J'aime bien toucher à tout ce qui touche au multimédia. Quand j'étais plus jeune, je faisais de l'animation 2D à mes 15 ans. J'animais des Stickman, j'aimais bien savoir comment le corps bouge. Quand je regarde des films d'animation, j'adore voir les petits détails. Je me dis, mais le temps que ça demande, et aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément de choses qui ont progressé, donc j'aimerais bien. Tu parlais donc de cette passion, il y a cette passion voilà, pour l'animation 2D, les vidéos. Il y a aussi une autre activité qui doit te permettre de penser parfois autre chose, de te ramener à la vie réelle, c'est ton rôle de père. Tu es papa maintenant depuis quoi, 3-4 ans, non ? 6 ans. 6 ans même. 6 ans. C'est fou, le temps passe vite. 6 ans. Comment ça se passe ça aussi ? Parce que tu es là actuellement aux États-Unis, tu es revenu très rapidement. Comment ça s'articule tout cela, cette vie de père, d'athlète, et même pour lui ? Ça a pris du temps avant de se lancer, avant que ça puisse se mettre... Parce qu'en fait, il faut savoir que voilà, je suis un papa séparé tout simplement, et donc ça demande encore plus d'implication dans la vie de mon fils, sachant que je suis pas forcément toujours présent. Donc je suis en contact avec son école et aussi j'essaie de l'avoir régulièrement au téléphone. Mais c'est sûr que ça a changé ma perception de la vie. Perception de la vie totalement. À partir du moment où il est arrivé en vie, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit je prends tout le stress et je panique par rapport à tout ce qui se passe. C'était la première phase. Et soit je prends les choses en main. C'est-à-dire que c'est aussi une école de vie par rapport à ça. J'ai vraiment beaucoup appris de lui, comme lui m'apprend de moi. Donc c'est énorme ce que j'ai eu avec lui. Et ça, je le ressens encore aujourd'hui. C'est les vacances, donc je suis avec lui. Donc ouais, je profite vraiment de ces instants. Je sais que, comme je le disais, l'athlétisme, ça dure qu'un temps. Donc je suis vraiment fier de savoir qu'il pourra voir tous ses exploits de ses propres yeux et plus tard, peut-être, suivre les pas de son père. Lui aussi, et je lui souhaite également. Et ce sera ma dernière question, si tu avais, je ne sais pas un conseil, mais quelle est toi ta recette pour être le sportif de haut niveau parfait ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut rester soi-même. Il faut rester soi-même. Je dirais qu'on est souvent comparé à plusieurs athlètes, on nous demande de faire des concessions, de représenter quelque chose ou autre. Je dirais que l'athlète parfait, pour moi, c'est l'athlète qui reste fidèle à ses convictions, fidèle à ses valeurs, et qui sait tout simplement ce qu'il veut, et qui ne se courbe pas à tout ce qu'on lui propose de faire pour la gloire et la réussite. Eh ben merci, et on espère que toute cette recette te mènera vers la plus haute marche du podium à Paris, que ce soit témoin en main avec tes camarades du collectif relais ou en individuel sur 100 mètres ou 200 mètres. Merci Michael. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce podcast vidéo Altitude Infra qui transmet le témoin à son athlète Michael Meba Zézé. À bientôt. Ciao.